Et pour terminer, le focus que je vous ai promis sur la France, est-ce qu'elle se donne l'opportunité d'une nouvelle croissance? Qu'attendent concrètement les opérateurs, les acteurs de cette loi sur la transition énergétique pour une croissance verte? Quels sont les articles qu'ils surveillent de près? Quelles seront les conséquences immédiates? Que signifie exactement simplification des procédures? Et puis finalement, est-ce que la France se donne les moyens de ses ambitions? Pour répondre à ces quelques questions de fond, François Brottes, il est député de l'Isère, maire honoraire de Crolles et président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Je vais lui demander de bien vouloir venir sur scène. Toujours pas de plan de table, mettez-vous par affinité. Laurent Michel, il est le directeur général de l'énergie et du climat au MED, au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Laurent Pécresse, président d'Alstom France, excusez-moi, j'attendais Denis Cochet. Donc Laurent Pécresse, je crois, est là. Louis-François Duré, président d'Areva Renouvelable, Filippo Cimitan, directeur Wind Power et Renouvelable de Siemens France, Cédric de Saint-Jouan, directeur de Volvé Solar et développeur de projets énergie renouvelable, Michel Sina, présidente directrice générale de Burgéap, Elisabeth Hérault, présidente du directoire de la CNR, Compagnie nationale du Rhône, et Emmanuel Julien, président du directoire de Cergy, la SEM, la Société d'économie mixte des énergies renouvelables. Alors, c'est bien Jérôme Pécresse qui est à la table ronde et non Laurent Pécresse. Veuillez m'excuser. J'avais Denis Cochet comme nom sous les yeux. Donc, voilà. Au début était le verbe. On va donc commencer par le politique, le parlementaire qui est à cette table ronde. Les acteurs du développement des énergies renouvelables le réclament, le répètent. On l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, ils ont besoin d'un cadre stable et lisible. Est-ce que vous croyez que le projet de loi en cours de discussion par vos collègues parlementaires au Sénat va nous permettre d'avoir une loi de stabilisation du cadre réglementaire sur le sujet de l'énergie? C'est une excellente question. Le monde est en mouvement. Sommes-nous capables, au niveau d'une législation, de figer les choses pour l'éternité? La réponse est non. Donc c'est pas rassurant ce que je suis en train de dire, mais c'est une réalité. Il faut que d'abord le cadre soit un cadre, et donc la loi ne doit pas s'intéresser aux détails des choses. Il faut laisser le soin au pouvoir réglementaire d'ajuster autant que de besoin au fil de l'évolution des pratiques et des modèles. Et donc, oui, il faut que le cadre soit stable. Là, je vous rejoins. Par contre, il ne faut pas qu'on fiche trop de choses à l'intérieur du cadre, parce que sinon, ensuite, il faut tellement de temps pour modifier la loi qu'on a du mal à être réactif. Donc, dans un monde en mouvement où vous avez un coup, le coût du prix du pétrole qui monte, un coup, il baisse, du gaz de schiste qui rend le charbon très audible en Europe, où vous avez des prix du marché qui s'écroulent par rapport à une situation où on pensait que ce qui s'appelle l'arène serait toujours en dessous des prix du marché. Ça n'est plus le cas. Vous voyez bien qu'en l'espace de 4 ans, 5 ans, on a vécu des tourments considérables dans tous les domaines, avec y compris sur le terrain du renouvelable. Plus le renouvelable monte en puissance, et tant mieux, plus les prix du marché baissent. Et donc plus ça coûte à la CSPE que de compenser la différence qu'il y a entre les tarifs d'achat et le prix du marché. Si je dis tout ça, c'est que nous sommes aussi dans un modèle de transition où il faut qu'on continue à conforter les filières du renouvelable. Et elles ne sont pas toutes dans une maturité identique, mais on commence à avoir des choses qui sont très pertinentes. Et en même temps, il faut que maintenant on inscrive tout ça dans un modèle d'ensemble qui doit lui aussi trouver sa stabilité, y compris à l'échelle européenne, puisque sur le plan de l'électricité, nous sommes interconnectés avec les autres pays, pas encore suffisamment, mais on voit bien que sur la plaque européenne, il faut qu'on ait une régulation qui soit un vrai cadre stable pour l'avenir. Et on n'y est pas tout à fait encore. Donc la loi de transition est une loi qui accélère les choses, qui est très pragmatique parce qu'elle donne des éléments très précis, la méthanisation, l'éolien, les énergies de la mer. Enfin, je pense que Madame la Ministre a dû vous en parler, je ne vais pas les détailler. J'ai moi-même été l'artisan de simplification en matière d'implantation des éoliennes. Il faut qu'on continue à simplifier, à avancer dans une responsabilité partagée. Ça, c'est bien le boulot du législateur. Mais pour autant, il faut avoir conscience que chaque fois qu'il y a des acteurs qui montent en puissance, forcément, ça bouscule le modèle qui existait avant. Et donc, on ne peut pas considérer qu'il faut que les uns naissent pour que les autres soient tués. Et on a besoin de tout le monde. Et donc, c'est ça qu'il va falloir qu'on organise petit à petit au fil des années.
Donc oui, on va avoir une stabilité transitoire, mais il faudra encore revisiter les choses dans quelques années. Pardon de ne pas complètement vous rassurer, mais c'est l'honnêteté qui m'oblige à dire ça. Alors vous parliez à l'instant de votre action pour la simplification, la fameuse loi Brottes. Dans le même temps, j'ai lu il n'y a pas longtemps que certains parlementaires envisageaient de remettre en service les ZDE, alors c'est oui, les zones de développement éolien, pardon. Est-ce qu'il y a certains de vos collègues parlementaires, où qu'ils soient dans l'une des deux chambres, qui doutent encore de l'intérêt et du potentiel de croissance de ces filières énergies renouvelables ? Oui, j'ai entendu dire que le Sénat, qui est l'autre chambre, avait l'intention de revenir en arrière sur des lois déjà votées. Bon, pas que la réaction soit en marche tout le temps, il faut qu'on regarde devant. Donc je ne crois pas que l'Assemblée nationale se laissera impressionner par cette volonté de retour en arrière. Je crois que là, pour le coup, ce n'est pas de l'instabilité que ce serait de l'irresponsabilité. Donc je le dis comme je le pense, d'autant que sur cette affaire de l'éolien, rapidement, oui, on a supprimé les ZDE, oui, on a supprimé l'obligation d'avoir les 5 mois dans la loi dite Brottes, mais on a maintenu un dispositif d'ICPE, c'est-à-dire d'autorisation qui oblige quand même à enquête publique. On a maintenu la possibilité pour les maires, dans leurs plans locaux d'urbanisme, de garder la possibilité ou non d'accueillir des installations classées. On a maintenu les schémas régionaux qui disent en gros où peut se passer les choses. Bref, on a dans l'arsenal législatif un moyen qui permet à tout un chacun de s'exprimer, de se prononcer sur l'implantation de l'éolien. On ne va pas rajouter en plus, comme c'était le cas avant, des dispositions qui, avec leur empilement, empêchaient les acteurs, là pour le coup, non pas de faire du prévisionnel, mais de s'implanter tout court. Vous disiez tout à l'heure, le monde bouge, le jeu d'acteurs évolue, les pionniers se muent petit à petit en industriels ISO pour la plupart. Le centre de gravité du système se déplace vers les territoires. Est-ce que ça va être une loi de décentralisation également ? J'entendais un producteur d'énergie renouvelable qui me disait dans une réunion un peu identique à celle-ci, il y avait un peu moins de monde. Hier, c'est pas de jeu, on risque de demander aux producteurs d'énergie renouvelable de prendre des risques. Ce à quoi je répondais, mais dans tous les modèles industriels du monde, quand on se lance dans une activité, généralement, on prend beaucoup de risques. Et donc, c'est vrai que des contrats de 20 ans avec un tarif garanti, c'est assez confortable. C'est pas sûr que ça puisse continuer comme ça éternellement. D'ailleurs, on est en train d'ajuster les modalités. Plus les industries en question montent en puissance et en diminution de coûts pour leur investissement, plus il faut qu'elles rejoignent, en gros, ce qui se passe sur le marché, parce que sinon, tout va être un petit peu dérouté. Et donc, de ce point de vue-là, il faut effectivement qu'on apprenne ensemble, une fois que l'expérimentation, une fois que l'innovation, une fois que le prototype est en place, ça vaut d'ailleurs pour d'autres industries et d'autres filières, je ne pense pas à l'EPR, mais un peu, il faut qu'on arrive à ce que raison nous oblige à travailler ensemble par rapport au lien entre l'offre et la demande, qui soient les mêmes règles du jeu pour tout le monde. Alors je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, c'est bien ça le chantier qui est devant nous. Merci François Brottes pour ces quelques mots d'introduction. Je vous propose maintenant d'écouter les autres intervenants et puis de revenir vers vous juste après pour une réaction. Laurent Michel, vous êtes directeur général de l'énergie et du climat au ministère. La programmation, la PPE se met en place. Est-ce que c'est une suite logique de la PPI ? On se base sur le retour d'expérience de la programmation pluriannuelle des investissements sous-entendus d'électricité pour maintenant parler énergie au sens large ? C'est à la fois effectivement un retour d'expérience, un élargissement et un concept plus large, au-delà même de l'élargissement sectoriel. L'idée, c'est d'élaborer au niveau de la métropole continentale et ensuite une pour chaque zone non interconnectée, programmation pluriannuelle de l'énergie qui traite d'abord de toutes les énergies, alors qu'avant on avait principalement une PPI électrique et un peu quelque chose sur le gaz et sur la chaleur, mais surtout l'électrique était très opérationnel, et qui traite de la maîtrise de la demande, l'efficacité énergétique, du développement et de l'ajustement, et en particulier la diversification vers les renouvelables des moyens de production, que ce soit en électricité, en chaleur ou en gaz, et puis de l'ensemble des aspects que doit viser un système énergétique, dont la sécurité d'approvisionnement. Donc c'est quand même plus large qu'une simple PPI électrique, et pas seulement parce qu'on ajoute le gaz, la chaleur, on va tenter, et j'espère qu'elle s'améliorera au fur et à mesure des millésimes, puisqu'elle sera revue tous les 5 ans, d'avoir une vision systémique et intégratrice, même si évidemment, entre ce qu'on dit économie d'énergie dans les bâtiments et développement, j'ai un de mes voisins d'éolien en mer, le lien, il existe, mais il n'est pas immédiat. Mais je pense aussi d'aborder maîtrise de la demande, production et stockage, réseau, etc.,
dans une vision d'ensemble, progressivement, ça nous amènera, sans dire que toute la planification va tout résoudre, à une vision plus riche pour guider ensuite ce qu'on devra décliner, puisque par contre, on continuera aussi, par exemple, comme on l'avait dans la PPE électrique, à faire des appels d'offres sur la base de ce qui est prévu par la PPE. Elle doit aussi être très opérationnelle et pas seulement une vision systémique. Alors, refonte des modes de soutien, on s'oriente vers une logique de marché avec des primes. Comment est-ce qu'on va s'organiser? Quelle est la tendance pour ces nouveaux mécanismes? Et comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour ne pas mettre à genoux certains types de projets? Alors, d'abord, c'est un process qui maintenant est lancé. On a les grandes lignes sont dans le projet de loi. On ne va pas préjuger du vote des sénateurs, mais à la vue des amendements, on est plus sur des ajustements. Donc, le cadre législatif en préparation nous permet déjà de travailler. Et donc, la ministre a, le 16 janvier, présidé une réunion avec les acteurs des filières pour, d'une part, faire un retour de la consultation qui avait eu lieu l'année dernière, d'autre part, indiquer les grands axes sur lesquels on allait travailler et puis mettre en place le travail. Bon, les grands axes, et on doit le faire, ce sont des lignes directrices européennes qu'on aurait pu, sur certains points, vouloir aménager un peu plus, mais qui sont là. On va donc, pour les grandes installations, comme vous le savez, avoir un système de rémunération complémentaire par rapport à la vente sur le marché. On s'oriente à ce stade de nos réflexions, très probablement de manière au moins pérenne sur quelques années, sur ce qu'on appelle la prime ex post. Tous les spécialistes dans la salle l'identifient. Et puis, bien entendu, on aura les appels d'offres aussi qui vont devenir la règle pour les installations au-dessus d'une certaine puissance. Alors d'ailleurs, puissance qui est, enfin, on l'a déjà ce système dans le solaire, donc il n'y en a pas besoin. Par exemple, on peut garder les appels d'offres solaires avec le même seuil de puissance puisqu'on est déjà conforme avec la réglementation européenne. Donc on n'est pas obligé de descendre notre seuil, par exemple pour le solaire. On pourra aussi avoir, vous savez, une transition un peu plus cadencée sur l'éolien terrestre, puisque nous pouvons pendant encore un certain nombre d'années utiliser le tarif validé l'année dernière par la Commission européenne, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas réfléchir et peut-être introduire, soit en parallèle, soit en expérimental aussi, des appels d'offres. Un certain nombre d'années, c'est 10 ans normalement, là, puisqu'il non, ça fait 9. On est déjà à 9. Ça fait 9, oui, c'est exact. Oui. Mais 9 ans, ça laisse le temps de s'organiser. Hein. Vous avez voilà, deux grands acteurs éoliens de part et d'autre. Alors, pour moi, ce serait vraiment très simple. Je dis, c'est dans 9 ans. Pendant 7 ans, on ne fait rien. D'ici 7 ans, je ne serai plus là. Donc, ce serait très confortable. Je pense qu'on a du temps, mais qu'il faut qu'on pense. Et ça peut être des expérimentations. On n'a là-dessus aucun prérequis ni préconçu de voir comment on pourrait faire en sorte que dans 9 ans, ou dans 8, ou dans 7, peu importe, d'une certaine manière, on ait préparé aussi le secteur éolien au nouveau système. La ministre nous a dit tout à l'heure, puisque vous parliez des appels d'offres, dans les jours prochains pour le 100 à 250 kW photovoltaïque. Ça veut dire que là, dès demain matin, vous êtes obligé de vous y mettre. Là, pardon, l'appel d'offres photovoltaïque qu'on attend depuis un petit moment. Bah oui, la ministre a dit dans les jours prochains. Par définition, c'est ce qu'a dit la ministre, et c'est tout à fait ce sur quoi on travaille. On est en phase finale d'ajustement sur cet appel d'offres. Il restait quelques points à voir en discussion avec la profession, mais c'est plus une question de principe ni de grandes dispositions. Ce sont des derniers ajustements. Donc c'est tout à fait vrai. Je veux dire, donc, si on revient sur les modes de soutien, donc on a aussi, on aura bien entendu le système à contrario de tarifs d'obligation d'achat pour les installations en dessous des seuils pour lesquels on peut. Un certain nombre sont déjà en cours de notification à l'Union européenne déjà pour les valider, et puis il y en a un certain nombre qui vont être soit à redéfinir et ensuite à renotifier. Enfin, le troisième axe, c'est que, et ça c'est permis par les lignes directrices, pour les technologies non matures, on aura un système ad hoc à chaque fois qui pourrait être un mélange de tarifs ad hoc et d'aides du style avance remboursable ou subvention, comme on a imaginé dans certains cas, par exemple pour les hydroliennes. Alors la méthode maintenant, c'est qu'on doit travailler sur l'élaboration du décret avant de faire ensuite les arrêtés tarifaires, et on lance d'ores et déjà 4 ateliers thématiques avec les professionnels au sens large, y compris par exemple les financeurs, hein, c'est pas que les filières, donc tout l'écosystème on va dire. Il y a un atelier sur le calcul de la prime, un autre sur la question des prix négatifs, un autre sur la question de la dégressivité de la prime, et un autre qui est pas tant sur la prime que sur la question de financement des installations sous complément de rémunération.
Puis quand on sera un peu avancé sur tout ça, on attaquera, mais assez vite, les travaux par filière pour établir les propositions en particulier pour les modalités et les tarifs, comment ça marche, à la fois pour le complément de rémunération ou pour les tarifs d'achat pour chaque filière, et qu'on devra renotifier, car il faut qu'on entre en vigueur en 2016. Voilà où on en est, et donc les travaux sont en cours. Très bien. Et pour faire baisser les coûts des énergies renouvelables, il y a des moyens qui coûtent presque rien à la collectivité, c'est la simplification des procédures. Vous avez déposé un amendement de manière à ce que l'expérimentation de l'autorisation unique soit généralisée avant la période de 3 ans. C'était 7 régions, je crois, dans 3 ans. Donc ça va être généralisé, ça veut dire très bientôt, là, dans quelques mois, dès que la loi est passée, généralisation à l'ensemble des régions oui, c'est pour ça, alors, éolien, méthanisation. Donc ça, il y a 2 expérimentations de permis unique qui avaient été mises en œuvre l'année dernière. Une dans le volet installation classée, en particulier un sous-volet de celle-là sur les installations de production de méthane et éolien terrestre, intégrant aussi le permis de construire. Et puis il y a aussi une expérimentation sur le permis unique pour les installations soumises à la loi sur l'eau, les fameuses IOTA. À l'Assemblée nationale, il a été voté un amendement qui étend cette expérimentation. Ça doit être de mémoire, il doit y avoir écrit quelque chose comme 3 mois après la promulgation de la loi, pour l'ensemble des régions. Et néanmoins, sans attendre, nos collègues, en particulier à la DGPR, Direction du risque, et à la Direction de l'eau et de la biodiversité, préparent le travail avec les services de toutes les régions concernées pour qu'on puisse démarrer cette extension. Je n'ai pas visualisé que quiconque s'y oppose dans les débats parlementaires actuels. Enfin, si, un amendement, mais qui, je pense, est totalement isolé et, j'espère, sans avenir. Au rang des simplifications, vous allez dire que je reviens à la charge, mais permis de construire éolien, ça sert toujours à quelque chose. D'accord, c'est pas un bon public, une éolienne, mais ICPE d'un côté, on a un peu l'impression qu'on empile les couches, qu'on pourrait simplifier là aussi. C'est une question qui est posée. Comme je l'ai dit dans tous les colloques, jusqu'au jour où je changerai d'avis, où on aura décidé autrement, c'est que pour l'instant, notre priorité, c'est qu'on étende à l'ensemble des régions l'expérimentation permis unique, qui permet quand même d'avoir un certain nombre de procédures en bloc, qui permet aussi de faire une grosse réingénierie des processus administratifs et d'échange avec le porteur de projet, avec les acteurs. On aura ensuite des phases, et qui se conçoivent même de manière plus large. On aura une pérennisation ensuite de ce dispositif, et il y a aussi dans la loi Macron des dispositions sur le permis unique, parce qu'il ne concerne pas que ces installations énergétiques, n'est pas du tout exclu que dans une deuxième phase, et qui viendra peut-être plus vite. Vous avez vu, on a déjà étendu à toutes les régions l'expérimentation qui était dans 7. On imagine un permis unique qui soit l'enveloppe de tout ça. En même temps, il devra aussi respecter l'ensemble des règlements d'urbanisme. C'est ça qu'il faudra que l'on voit. Donc, ce n'est pas un sujet tabou, ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est qu'on passe au permis unique sur les 17 autres régions. Merci pour cette réponse, parce qu'on est clair que c'est un gain de coût pour les projets, sans pour autant changer quoi que ce soit en termes de protection de l'environnement autour des installations. Une dernière question peut-être qui concerne les 2 intervenants que vous avez de part et d'autre. Le second appel d'offres pour l'éolien offshore se précise, la ministre en a parlé. Le second, oui, c'est le 3e. Moi, je l'appelle toujours le second parce qu'on était censé faire 3 gigas d'abord et 3 gigas ensuite. Je ne pense pas qu'on va donner plus de précision sur le second. Je parle des 3 gigawatts qui nous manquent pour arriver à l'objectif de 6. Alors, bon, sur le second, c'est un accident de... Alors, bon, effectivement, on avance là aussi, puisque en décembre, à la fin de travaux menés à la fois par le CEREMA, le Centre d'expertise sur les risques, l'environnement et l'aménagement de notre ministère, et RTE pour les potentiels de raccordement, la ministre a demandé au préfet, à la fois maritime, parce que c'est important, on est en mer, et aux préfets de région concernés, de mener sur tout le littoral, y compris Méditerranée, des concertations pour l'identification de zones propices pour l'éolien offshore, avec une potentialité de nouvelles zones posées, mais dont on sait par ailleurs que quand même l'ensemble n'est pas infini, et aussi pour l'éolien flottant, puisque vous le savez, le Premier ministre l'avait dit en décembre, on va lancer un AMI pour les fermes pilotes éoliens flottants en juin.
Donc là, en décembre, sur la base de l'ensemble des études, la ministre a demandé au préfet d'élaborer par grande zone, de mener une concertation avec les acteurs. Il y aura aussi une consultation officielle du public avec mise à disposition d'informations. C'est en cours. On avait donné 4 mois. Ça va peut-être à certains endroits se décaler un petit peu parce qu'il y a finalement beaucoup de discussions et en plus d'endroits on concerte en même temps qu'il y a le premier et le deuxième appel d'offres qui sont en train de faire leurs projets, leurs débats publics, leurs dossiers. Donc il faut que les gens comprennent qu'on ne parle pas forcément de la même chose. Mais l'idée c'est bien d'avoir ce semestre, un retour des préfets avec en particulier rapidement, d'abord au plus vite pour l'éolien flottant, puis les nouvelles zones d'éolien posées, soit dans des régions où il y en a déjà, ou dans d'autres régions, puisqu'on a identifié quand même quelques potentiels en dehors des régions déjà. Après, il faut qu'on voit à partir de ces zones et plus globalement de la réflexion sur l'appel d'offres, sur un troisième appel d'offres, à élaborer ce troisième appel d'offres, à signaler que dans la loi, nous prévoyons un amendement qui préfigure au moins une potentialité qu'on veut ouvrir, possibilité de faire une procédure un peu différente, non pas d'une attribution sèche, on va dire, mais d'un dialogue compétitif comme on sait faire dans d'autres infrastructures. Donc on y travaille et c'est vraiment pas pour rien qu'on a conduit tout ça et vous voyez maintenant le sujet au niveau de la concertation locale. Je crois que entre autres mes 2 voisins, mais bien d'autres, nous diront qu'il est vraiment important qu'on identifie des zones et qu'on ait ce travail amont. C'est pas la peine d'aller faire un parc là où ça ne colle pas du tout, alors qu'à d'autres endroits, le potentiel et l'appropriation est en train de monter. Vos 3 voisins, il y a Siemens aussi qui est là, qui attend. Qui peut tout à fait... Merci Laurent Michel. Jérôme Pécresse, vous êtes président d'Alstom Renouvelable Power et vice-président exécutif d'Alstom. Alors l'usine de Saint-Nazaire a été inaugurée début décembre. Merci d'abord de nous avoir rejoints, puisque je croyais que c'était Denis Cochet qui venait. Où est-ce qu'on en est sur le méga tableur mural du plan industriel? On avance comme il faut? Écoutez, effectivement, on a avancé conformément à nos engagements, puisque pour rappeler les choses, on s'était engagé lors du premier appel d'offres à construire des usines sur le territoire français et à créer à peu près 1000 emplois directs. Une moitié du dispositif était en Pays de la Loire, avec d'une part un centre d'ingénierie marine qui est en train de monter en puissance dans la région de Nantes, et d'autre part 2 usines à Saint-Nazaire pour faire les nacelles et les alternateurs, qui représenteront à terme 300 emplois directs. Et comme vous l'avez signalé, ces usines ont été inaugurées dès début décembre. Le Premier ministre nous a fait l'honneur de venir les inaugurer. Donc la deuxième partie du plan industriel, elle concerne plutôt la Basse-Normandie, avec notamment l'usine de pales de Cherbourg. On a reçu récemment le permis de construire et on démarrera donc à un moment donné la construction de la dite usine à Cherbourg. Donc on déploie notre plan industriel, on continue à travailler avec les sous-traitants et les co-traitants qui ont vocation dans les territoires à alimenter ces usines, et je dirais on est parfaitement en ligne avec notre plan de marche, et EDF de son côté sur la mise en œuvre des 3 champs en question est également parfaitement en ligne avec son plan de marche. Donc on avance comme prévu. Je crois que du point de vue de l'industriel, et vous y avez fait allusion, c'est important pour nous ensuite non seulement de construire les usines, mais de les remplir. C'est ce qu'on a dit au Premier ministre quand il est venu à Saint-Nazaire. On est très content d'inaugurer les usines. Maintenant, il faut se préoccuper de les remplir dans la durée et de remplir aussi les usines de nos sous-traitants et de nos co-traitants. Donc ça passe d'une part par des procédures de simplification qui permettent de faire les champs plus vite. Et je crois que le nouveau projet de loi est une étape extrêmement importante et bienvenue dans cette direction pour ce qui concerne l'éolien terrestre, bien sûr, mais également l'éolien en mer. Ça permettra de produire les premières nacelles et de produire les premiers alternateurs et les premières pales plus vite. Et puis il faut aussi, au-delà de ce cadre juridique stable et simplifié, assurer la charge d'usine dans la durée. Et donc ça passe par un troisième appel d'offres. Laurent Michel y a fait allusion. Ça passe bien sûr par des succès d'exportation. Et d'ailleurs, les premières nacelles qui sortiront de l'usine de Saint-Nazaire cette année sont destinées à un champ en Amérique du Nord. C'est le projet de Block Island. Tout à fait. 5 machines, c'est pas encore Byzance, il va falloir... Oui, mais c'est le noyau. D'abord, c'est important pour nous de monter en puissance de façon progressive, et c'est le noyau d'un projet plus important, et ça sera les premières éoliennes en mer installées au large des côtes américaines. Donc, il faut ensuite assurer cette pérennité, je dirais, à la fois pour la charge des usines, et parce qu'il est aussi important de baisser le coût de cette énergie éolienne en mer. On sait que l'éolien en mer aujourd'hui est plus cher que les sources d'énergie alternatives en France, qu'elles soient fossiles ou renouvelables. Il va falloir aller vers des tarifs de l'électricité qui soient plus bas. Et ça passe par 2 choses au minimum. Un, continuer à avoir des volumes et des essais d'échelle qui permettent aux industriels, je dirais turbiniers comme nous 3,
mais aussi aux producteurs de fondation, aux autres intervenants dans la chaîne de réduire leurs coûts de production. Et deux, et je crois que c'est important de le mentionner dans le cadre du troisième appel d'offres, aller vers des champs qui soient les champs les plus vantés possibles. On a nos différentes estimées, mais on sait qu'à peu près 1 mètre seconde de différence de vent sur un champ, ça peut se traduire par 20 ou 30 euros du mégawattheure d'économie. Et donc c'est très important, bien sûr, de construire un consensus local, mais aussi de recarter les zones les plus propices au développement de l'éolien en mer. Aujourd'hui, les champs éoliens en Allemagne, et Siemens le sait mieux que moi, produisent à un tarif qui est bien moindre que les champs français. C'est d'une part parce que la filière industrielle allemande est plus mature, mais aussi parce que ces champs ont des vents qui sont bien meilleurs. On regarde peut-être une ou deux images de votre usine de Saint-Nazaire qui est sortie de terre, inaugurée et déjà prête à produire. Si toutefois en régie, c'est prêt? Oui? Non? Non? Non. Non, ça c'est pas votre usine. Voilà. Ah oui, c'est moi qui dois passer. Ça jusqu'à maintenant, ça. Vous voyez, il y a déjà votre nom sur les diapos, c'est incroyable. Voilà, Commentaire. On est avancé, on a créé les usines et comme je l'ai dit, c'est 300 emplois directs à Montoire de Bretagne exactement. Et sachant que chez Alstom, dans nos métiers, on a l'expérience quand on crée un emploi direct de savoir qu'on induit 3 à 4 emplois indirects. Donc c'est important de montrer que les engagements industriels se traduisent effectivement par des réalisations. C'est une vraie photo, ça, hein, c'est pas une image de synthèse. Non, c'est une vraie usine avec des vrais employés dedans. Ah oui, d'accord. Elle a été inaugurée par un vrai Premier ministre. Voilà, donc ça... Alors, sur les autres, si toutefois ça veut bien passer, voilà, on y arrive. Un mot sur la transition énergétique, sur les autres filières énergie renouvelable et, comme l'illustre la photo, sur l'hydraulique. Je crois que vous savez, Alstom a toujours eu vocation à être un acteur important de la transition énergétique Parlez bien en France. dans le micro. Aujourd'hui, effectivement, en tant qu'Alstom, et puis demain en tant que EG, je crois que Clara Gemer, avant moi, a répondu aux questions qui ont trait à la clôture du deal avec General Electric. Les activités éolien offshore, hydrolien et hydroélectricité, comme vous le savez, seront logées dans une joint venture où le groupe Alstom gardera une participation de l'ordre de 50%. Donc on est actif sur tout le mix, on est dans l'éolien offshore posé, on a aussi une joint venture avec des CNS dans l'éolien offshore flottant, on a développé une hydrolienne avec laquelle nous avons participé avec succès avec nos amis de GDF Suez au projet de ferme pilote au large du Raz-Blanchard, et on est un acteur important de l'hydroélectricité en France et surtout dans le monde. Je crois que pour l'hydroélectricité, on le dit toujours, la France c'est 20% de nos emplois mondiaux et c'est 2% du chiffre d'affaires mondiaux. Donc on continue à avoir beaucoup d'emplois qualifiés, notamment de recherche et d'ingénieurs à Grenoble et à Belfort dans l'hydroélectricité, parce que c'est là où on s'est développé aujourd'hui. Et ces ingénieurs, je dirais, travaillent beaucoup plus pour le marché mondial que pour les marchés français. Néanmoins, je dirais, on suit bien sûr ce qui se passe sur le renouvellement ou la pérennisation des concessions hydroélectriques. Et on pense que ça a vocation à apporter pour nous un travail en termes de réhabilitation, de remise à niveau et d'amélioration de la performance des unités existantes en France dans l'hydroélectricité, avec nos clients, avec EDF, avec la CNR. Donc ces activités sont importantes pour nous. Encore une fois, on est actif sur toutes les sources d'énergie renouvelable, à l'exception du photovoltaïque. On fait aussi du solaire thermique et de la géothermie. Et on va continuer cette aventure, je dirais, d'ici 6 mois, sous l'ombrelle General Electric. Alors, General Electric, un petit mot sur le deal, non? Pas plus que Clara Gemart tout à l'heure. Ça avance, oui, ça suit son cours. C'est pas vous qui maîtrisez les délais. Comme Clara l'a dit, on a franchi pas mal d'étapes importantes. La recommandation positive des instances représentatives du personnel, le vote à 99% des actionnaires d'Alstom réunis en assemblée générale juste avant Noël. Donc il nous reste les approbations réglementaires dans 27 pays dans le monde. Je crois qu'on en a eu 4 à ce jour, donc il nous en reste 23. C'est, comme vous le savez, comme toujours, un travail de longue haleine. Et on espère pouvoir clôturer la transaction autour du mois de juin de cette année, concomitamment à la clôture de la transaction. Donc on constituera les joint ventures, et notamment la joint venture énergie renouvelable, qui n'aura pas dans son périmètre l'activité éolien terrestre, qui elle sera regroupée avec les activités éolien terrestres de General Electric, mais qui comprendra l'hydroélectricité, l'hydrolien et l'éolien en mer. Donc, merci Jérôme Pécresse. Louis-François Duré, vous êtes président d'Arver Renouvelable. Donc, on l'évoquait à l'instant, l'éolien offshore allemand, vous avez installé 120 machines de 5 mégas en pleine mer du Nord. Vous pesez en gros 30% de l'offshore allemand à ce jour. Est-ce que ce point d'ancrage est suffisant pour pérenniser l'acteur industriel que vous êtes? Alors, je voudrais insister, peut-être on ne l'a pas assez fait, sur l'importance de l'éolien en mer pour atteindre les objectifs de la transition énergétique en France. C'est en effet une forme d'énergie qui va permettre de produire des quantités massives d'énergie et dans les délais si les champs
sont effectivement développées sans trop de difficultés le long de nos côtes. La France n'est pas le premier pays, tout le monde le sait, à s'être lancé dans cette forme d'énergie. Et nous bénéficions par exemple de l'effet d'expérience que nous avons acquis en Allemagne. Mais ce n'est pas très grave parce que le fait de partir un peu après les autres peut nous permettre de tirer justement ce retour d'expérience des années passées. Notre première éolienne, nous l'avons installée en 2004, donc ça fait quand même un peu plus de 10 ans maintenant. Le premier champ en mer, 6 éoliennes de 5 MW en 2009. Et on apprend toujours de ces champs qui datent déjà maintenant de plus de 5 ans. En 2014, donc, nous avons installé 120 éoliennes de 5 MW sur 2 projets en mer du Nord allemande, l'un à 40 km des côtes, l'autre à plus de 100 km des côtes. Donc ça pose quand même des challenges logistiques importants, vous l'imaginez bien. L'un de nos motifs de satisfaction, je dirais sans doute le plus grand, c'est que nous avons réalisé ces projets sans aucun accident. C'est extrêmement important. Ce que nous savons tous également dans cette industrie, et mon voisin de gauche le confirmera, c'est que nous avons un enjeu d'amélioration de la performance, de l'efficacité et un enjeu de réduction des coûts qui est absolument majeur. Cet effet d'expérience est tout à fait indispensable pour cela. Et nous apprenons encore tous les jours, et parfois c'est difficile, je ne le cache pas, et je le partage avec mes concurrents et confrères. Nous sommes également convaincus que pour améliorer la compétitivité, il faut développer des éoliennes de plus grande puissance. C'est pourquoi nous avons proposé à GDF Suez, lauréat du 2e appel d'offres, une éolienne de 8 MW qui est vraiment le cœur de la coopération que nous allons mettre en place avec l'espagnol Gamesa. Mais un point peut-être sur le rôle des PME françaises dans tout ça. Nous avons la chance déjà de construire des champs à l'exportation. C'est extrêmement important. La France, à elle seule, ne pourra pas nous occuper. Et le potentiel de l'Europe du Nord, pour des raisons évidentes de vent, est plus élevé que celui de la France. Ce qui est très positif, c'est que nous pouvons embarquer dès maintenant un certain nombre de PME françaises sur nos projets à l'exportation. Nous avons signé un contrat fin décembre 2014 avec Iberdrola pour un champ en mer Baltique, 70 éoliennes. Ce champ comportera des fournitures françaises. Ça, c'est extrêmement important, venant de PME installées dans le Grand Ouest de la France. Pour moi, c'est vraiment un motif de satisfaction et ça va permettre à ces entreprises d'attendre intelligemment la réalisation des projets français qui n'interviendra, vous le savez, qu'à la fin de la décennie. Alors, on regarde en image peut-être ce qui se passe en offshore en Allemagne et qui préfigure un peu votre champ de... C'est Wikinger, c'est ça? C'est le contrat Wikinger dont vous parliez à l'instant? Le contrat de Wikinger a été signé fin décembre, mais les 2 champs qui sont maintenant installés s'appellent Borkum West 2 et Global Tech 1. Voilà, donc ça, ce sont des vraies éoliennes. Voilà, on peut passer, tout le monde sait ce que c'est, mais bon, il faut quand même les construire et les installer, c'est pas si simple que ça. Ça, ce sont les PME du Grand Ouest français avec lesquels nous travaillons et que nous embarquons donc dès le projet de Wikinger qui sera construit, lui, en 2017. Donc, quel est le code couleur entre ces PME? Alors, je ne vais pas vous dévoiler les codes couleurs, là, c'est une question extrêmement indiscrète. Mais plus sérieusement, je vais vous dire que quelques dizaines de consultations sont actuellement en cours avec des entreprises françaises, et au moins 3 d'entre elles, je ne donne pas les noms, en tous les cas pas au micro, sont quasiment certaines d'être retenues, et il y en aura d'autres. Ceux qui sont dans la salle et qui ne se retrouvent pas sur votre carte, même si elle est très grossière, peuvent venir vous voir à la fin de la table ronde. Si vous voulez. Voilà. Et puis, enfin, une vue d'artiste, ça n'est pas une photo. Je partage avec Jérôme le souci de ne pas construire des usines vides. Donc notre calendrier de réalisation des usines du Havre est calé sur les projets français, donc début des productions à la fin de la décennie. J'ajouterai que les travaux de géotechnique sont maintenant derrière nous, donc on a une connaissance assez précise du sous-sol, toujours compliqué dans des zones portuaires. Ça va nous permettre maintenant de préciser l'implantation des différents bâtiments de ce cluster industriel. Le terrain a été miné au sens propre? Le terrain, comme toute la ville du Havre, malheureusement, a été bombardé de façon considérable. Alors un petit mot sur les autres filières. On voit du solaire à concentration.
Oui, du solaire à concentration. Continuer sur cette filière? Oui, alors on ne va pas continuer sur cette activité dont nous pensons que le potentiel de marché est maintenant extrêmement réduit, en particulier du fait de la concurrence du photovoltaïque, mais pas que. Et là, c'est une vraie photo de la centrale que nous avons construite au fin fond du Rajasthan pour le groupe indien Reliance et dont la connexion au réseau a été réalisée le 11 novembre dernier. Voilà, donc là, le projet est en cours d'achèvement. Nous avons également mis en service une plus petite unité dans l'Arizona, qui est un booster qui en fait va envoyer de la vapeur dans une turbine fonctionnant sur du charbon existant préalablement. Voilà, on va s'arrêter là dans cette activité. Par contre, nous mettons un grand coup d'accélérateur sur un procédé de torréfaction. Alors, qui est intéressant, vous savez que la biomasse dans un certain nombre de pays suscite parfois des controverses sur la concurrence entre les usages énergétiques du bois et les autres usages. Nous, ce qu'on va faire avec ce procédé de torréfaction, c'est transformer des biomasses bois ou agricoles en charbon végétal, c'est-à-dire une poudre qui peut être transformée en pellets, dont le contenu énergétique est proche du lignite, pas loin de celui du charbon. Et donc, ça permet, si vous voulez, de stocker, de transporter et d'utiliser des biomasses d'origine agricole ou forestière sur de très grandes distances, donc par exemple en Europe avec des eucalyptus torréfiés qui viennent d'Amérique du Sud. Ça peut permettre d'alléger cette difficulté qui est souvent rencontrée dans des projets biomasse en Europe. Alors un dernier mot, on a beaucoup parlé du côté variable des énergies renouvelables. Certains disent intermittence, d'autres disent énergie fatale, sont généralement les opposants les plus forts. Un petit mot donc sur le stockage. Oui, on ne parle pas assez de l'hydrogène au CER et c'est dommage, et il faut qu'on en parle de plus en plus parce que dans ce domaine-là, on a fait des progrès considérables au cours des dernières années. Et de la même façon que nous avons choisi d'accélérer notre développement dans l'éolien dans le cadre d'un partenariat, dans le cadre de l'électrolyse de l'eau pour produire de l'hydrogène, nous avons mis en place un partenariat avec un autre acteur français, Smart Energy, qui est le propriétaire de CETH2, et l'ADEME, qui a rejoint cette joint venture. Et nous développons des électrolyseurs de grande capacité, alors qui peuvent permettre, mais ce n'est pas forcément la seule idée possible, de récupérer de l'énergie électrique variable, fatale, disponible, peu importe, pas que renouvelable, de la transformer en hydrogène. Et avec l'hydrogène, on peut faire du power to gas. Vous savez qu'il existe un démonstrateur très intéressant qui a été développé par GDF Suez et la communauté urbaine de Dunkerque qui s'appelle GRID. C'est un beau projet qui voit la réinjection de l'hydrogène dans le réseau de gaz pour de la consommation urbaine et également l'alimentation de flottes de bus. Et c'est là l'autre usage de l'hydrogène, c'est la mobilité, soit des flottes captives, soit des stations-service. Il va s'en construire des centaines de stations-service en Allemagne, dans certaines parties des États-Unis, et nous souhaitons nous positionner sur ce marché. Il y en a déjà qui viennent une qui vient d'être mise en service dans la Manche. Et vous en aurez beaucoup d'autres, vraiment beaucoup d'autres. Là, de ce point de vue-là, en France, on a encore beaucoup à faire. Donc j'ai noté Power to Gas et électrolyseur de grande puissance. Oui, on parle de centaines de mètres cubes d'hydrogène par heure. Il y a dans la salle, je l'ai croisé tout à l'heure, Étienne Becker de France Stratégie. Et donc France Stratégie a commis une note d'une dizaine de pages disant que l'hydrogène, ce n'était pas encore mature. Alors pourquoi est-ce que vous partez C'est une filière non mature, ça ne sera mature que le jour où il y aura de l'électrolyse industrielle, de gros volumes, etc. Il faut se concentrer sur la recherche amont et arrêter de faire des démonstrateurs comme ceux que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Sur ce projet, très clairement, nous avons encore plusieurs années de recherche à faire avec un impératif de réduction des coûts qui est évident pour tout le monde. Mais il faut bien que quelqu'un s'y mette, donc on a décidé de s'y mettre, pas seul. La route est longue, mais nous sommes absolument convaincus de la nécessité de développer une offre en Europe. Il y a un autre acteur européen bien connu, mais également d'être présent sur le marché américain dans ce domaine. Merci Louis-François Duré pour ces précisions. Filippo Cimitan, vous êtes directeur Wind Power and Renewable de Siemens France. Vous n'avez pas été retenu dans l'appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME sur le sujet de l'hydrolien. Pourquoi cet échec ? Est-ce que vous étiez plus cher que les autres ou est-ce que vos technologies étaient moins performantes, moins innovantes ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non. Donc selon les informations qu'on a, on avait demandé le mois d'aide par rapport aux autres consortiums.
On a une technologie qui aujourd'hui produit les 90% de l'énergie hydrolienne au monde. Et on avait promis 85% de retour industriel sur les territoires limitrophes au projet. Donc oui, il faut dire qu'on est un peu au-dessus des résultats parce qu'on pensait avoir une solution qui allait à l'encontre des exigences de la France et de l'AMI. Mais il faut dire quand même qu'on reste un acteur majeur de la transition énergétique en France sur d'autres domaines. Donc on a participé au réseau d'interconnexion entre la France et l'Espagne. On est un acteur majeur là-dessus. Et si on veut rester sur l'énergie renouvelable, dans le temps de l'éolien onshore, on a installé 90 MW en 2014, donc à peu près 1 MW tous les 4 jours, donc 1000 foyers français en plus qui sont connectés avec de l'énergie propre. Et on a un potentiel énorme compte tenu de nos expériences à niveau international. Louis-François Duret parlait tout à l'heure du challenge de la réduction des coûts. Alors, la fourchette est très large, puisque nous, on est autour de 226,50 € par mégawattheure, valeur moyenne du premier appel d'offres, et que, on vient de le voir, les Danois lancent un appel d'offres à 93 €. Comment est-ce que vous vous positionnez au milieu de tout ça, et où est-ce qu'on peut gagner? C'est vrai, on a entendu aujourd'hui parler de 100 € au mégawattheure pour d'autres raisons. On parlait de financement, mais ça reste l'objectif aussi de Siemens d'atteindre le coût de l'éolien offshore de 100 € au mégawattheure en 2020, donc aujourd'hui. Hors raccordement, là, hein, on est bien d'accord. Hein. Non, l'objectif c'est avec raccordement, l'objectif c'est 100 € en 2020 avec raccordement. Mais c'est atteignable, parce que si on prend l'expérience actuelle, donc on a installé il y a 2 ans à 140 € hors raccordement au Danemark, mais avec un tarif qui était sur 14 ans au lieu que 20 ans. Et aujourd'hui, on voit au Danemark l'appel d'offres Nearshore qui met un plafond à 93 € au mégawattheure sur 12 ans. Donc, alors, oui, pourquoi 14 ans, 12 ans? Pourquoi est-ce qu'il y a une différence? Nous, c'est 20 ans à chaque fois. aujourd'hui, les références qu'on prend pour la France, c'est 20 ans. Donc l'impact sur la CSPE est sur 20 ans. Et pourquoi les Danois, ils font tantôt 12 ans, tantôt 14 ans? C'est un système différent qui prend le facteur des charges, donc l'heure produite par l'éolienne en fonction de conditions le de vent. nombre d'heures à pleine puissance, tant de milliers d'heures à pleine puissance de la machine, Oui, et après ça, vous n'avez plus votre contrat d'achat. Donc dans ces contextes, on sait déjà que c'est faisable. On sait déjà qu'on c'est faisable, et donc on sait que aussi pour la France, baisser le coût de l'offshore est nécessaire si on veut pérenniser la filière et si on veut faire en sorte que le marché de l'offshore soit un marché existant aussi dans le futur, et donc pérenniser les filières, pérenniser l'investissement. Il y a plusieurs moyens d'y arriver. Tous les acteurs industriels travaillent sur les mêmes. On a l'amélioration technique, l'amélioration de la performance, l'innovation à travers de nouveaux moyens de design de fondation, avec l'interconnexion. On a les cadres réglementaires qui est hyper important, a été mentionné tout à l'heure. On a fait la référence au Danemark, donc, et les systèmes que la France est en train d'entreprendre. Donc, quand j'ai entendu parler de dialogue compétitif, a été rappelé par la ministre. C'est ce qu'on appelle les modèles danois. C'est quelque chose qui va forcément aider à baisser le coût et donc à rendre la filière offshore en filière pérenne, avec un dérisquage en amont et avec un dialogue compétitif. Mais je voudrais ajouter 2 éléments qui n'ont pas été cités et qui, à mon avis, sont très importants. L'expérience et la concurrence. L'expérience, c'est quelque chose qui peut rendre effectif la baisse des coûts. On a entendu tout à l'heure les enjeux d'installation dans des conditions difficiles en haute mer. Aujourd'hui, Siemens installe 1000 éoliennes par an et 1 éolienne par jour offshore en 2014. Donc c'est quelque chose qu'on sait faire, et cette expérience, avec nos erreurs, avec 23 ans depuis la première éolienne installée, nous permet aujourd'hui de contribuer efficacement à baisser les coûts et à baisser les risques, autant pour nous que pour nos partenaires développeurs. Donc cet élément-là n'a pas été suffisamment, à notre avis, intégré dans les premiers 2 appels d'offres. On espère que ce sera le cas dans les prochains. Et le dernier élément, c'est la concurrence. Donc un appel d'offres qui mise aussi sur la baisse des prix, donc qui a les critères des prix comme critère principal. Et si on prend encore une fois l'exemple danois, sur un appel d'offres qui va être lancé dans les prochaines années, un appel d'offres qui est en cours, il y a 5 consortiums qui sont présentés. Donc dans ce contexte, on baisse des coûts, c'est évidente. Donc Siemens, 1 éolienne offshore par jour en 2014,
Et pour ceux qui n'étaient pas à Lille, ce qui est sans doute remarquable, c'est qu'avant 2004, qu'est-ce que vous faisiez dans l'éolien? Qu'est-ce que vous aviez comme activité dans l'éolien avant l'année 2004? Siemens Group. Ouais. Rien du tout. Non, non, Vous avez démarré en 2004 par croissance externe, achat de bonus, et donc en 10 ans, vous êtes passé de 350 millions d'euros à 8 milliards d'euros, je crois, oui, l'année 2 dernière. milliards si on prend le groupe Siemens. Mais aujourd'hui, Siemens est bonus. Donc Donc bonus, vous illustrez ce formidable potentiel d'activité industrielle, de réalité industrielle, économique, sociale, qui peut soutenir toutes les filières énergie renouvelable, presque toutes les filières énergie renouvelable. Une dernière question, peut-être vous avez apporté des images, je crois. Il y a 3-4 diapos, il me semble. Oui. On les regarde tout de suite. Voilà. Si c'est possible. Ah, elles ne sont pas au retour. Voilà, ça c'est une photo d'une installation en France. Classique. Hein. Éolienne onshore, entraînement direct sur un champ en Picardie. Donc 2 mégawatts concrets pour la transition. Et ça, voilà, c'est l'objectif 2020, Siemens, mais aussi de nos partenaires. Donc c'est quelque chose de partagé et qu'on croit être réalisable. On est sûr que ce sera réalisé. Et voilà quelques éléments en plus de ce que c'est l'offshore, parce que parfois on voit des photos avec le soleil et la mer plate, mais l'offshore c'est pas ça. L'offshore c'est des conditions très très dures. C'est là où la sécurité devient l'enjeu le plus important et là où l'erreur coûte très très cher. Donc c'est l'expérience qui encore une fois permet de maîtriser les risques, de réduire les coûts, réduire les contingences et créer une filière qui du coup soit pérenne et puisse miser sur un marché stable et durateur. Siemens est aussi propriétaire à 50% de bateaux d'installation, ce qui est, on est les seuls dans le marché. Vous faites la même chose, je crois, Louis-François Duré. Vous êtes propriétaire de votre bateau, le bateau, j'ai perdu son nom, Évolution, non c'est pas... Pas propriétaire, hein, c'est un affrètement, mais nous ne sommes pas propriétaires. Bateau qui sert à la fois de transport, de grue, de levage, d'installation, d'entretien, de maintenance. Absolument. Des navires comme celui qui est en bas à droite sur la photo, oui, absolument. Particularité de ces navires, vous voyez les 4 grandes poutres qui sont en fait des poteaux qui vont aller se poser dans le fond de la mer de manière à donner des conditions de travail quasiment à sec. Merci Filippo Cimitan. Cédric de Saint-Jouin, directeur fondateur de Volvé SAS, développeur de projets énergie renouvelable sur les filières éolien, solaire, photovoltaïque et biomasse, méthanisation. Alors, que se passe-t-il sur le sujet de la méthanisation? J'ai entendu tout à l'heure le banquier Pierre-Emmanuel Noël dire la méthanisation, c'est délicat. Alors la méthanisation, c'est délicat. C'est un nouveau sujet, oui et non. Parce qu'en fait, Volvé a commencé la méthanisation en 2010 et nous avons focalisé notre développement autour de l'injection gaz. On a commencé toute fin 2009-2010, alors que le texte proposant un nouveau tarif d'achat et une obligation de rachat sont sortis en 2011. Donc on a anticipé sur ce nouveau système pour développer des projets d'injection gaz. Avec l'injection gaz, on résout, à mon sens, quand même toute une partie qui est la valorisation de l'énergie, notamment de la chaleur. Alors, aujourd'hui, on bénéficie dans la méthanisation d'un très très fort soutien de l'État qui se décline de différentes manières. Par un tarif d'achat, tout d'abord, notamment pour le gaz, qui est apparu en 2011. On a également des subventions à l'investissement qui sont relativement récurrentes sur les projets, à peu près de 10% ou à 15% du volume d'investissement. Et on a aussi l'obligation qui est faite aux producteurs de déchets organiques de valoriser leurs déchets. Donc on apporte une solution à une problématique de déchets. On a également une problématique qu'on n'a pas sur l'injection gaz, qu'on avait dans l'électricité, alors qu'on avait surtout au début des années 2000 dans l'électricité, c'était, je dirais, les résistances du gestionnaire de réseau à injecter l'énergie. C'est-à-dire que GRDF et GRT Gaz, aujourd'hui, sont demandeurs du méthane. On n'a pas non plus la problématique qu'on a eue aussi dans l'électricité, à savoir que le renouvelable concurrençait une énergie de production nucléaire. Et donc on avait des champions nationaux qui étaient
producteurs d'énergie et qui voyaient les renouvelables comme une concurrence. Alors aujourd'hui, évidemment, les mentalités ont beaucoup évolué, mais dans le gaz, l'opérateur historique GDF n'est pas un producteur d'énergie, c'est lui-même un revendeur d'énergie. Donc qu'il achète en Russie ou qu'il achète en France, il reste dans son rôle. Donc ça, c'est, je dirais, les aspects, les points positifs et les points de soutien. On a eu beaucoup de difficultés, des difficultés techniques. Alors ça, on est bien placé pour s'en rendre compte, puisque quand j'ai lancé la méthanisation en 2010, je travaillais depuis 2016 dans l'éolien, on avait vécu la révolution éolienne, la révolution solaire a été bien engagée, puisqu'on a eu le moratoire en 2010, et je m'attendais à avoir une concurrence effrénée sur le terrain. Alors, force est de constater que 5 ans plus tard, on est quand même bien seul sur le terrain. Les grands groupes ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus puisque, en France, on est limité dans la taille des projets, on est limité par la capacité. Et la complexité technique est telle, le nombre de savoir-faire est tel, que développer un projet de méthanisation, je dirais, c'est 2 fois plus cher que développer un projet éolien, pour une plus-value de valorisation des droits qui est bien moindre, puisqu'on est dans le meilleur des cas x2 si on y arrive, alors que dans l'éolien, on est à des indicateurs beaucoup plus importants. Donc ça, c'est les grands groupes ne sont pas venus, les petits non plus. Alors les petits non plus, ils ont été assez vite rebootés par les difficultés techniques sur le terrain. Donc la difficulté à sécuriser l'approvisionnement, la difficulté à proposer une offre aux agriculteurs, pour pouvoir reprendre leur matière et pour pouvoir épandre. Je rappelle que nous faisons des plans d'épandage sur 1300 hectares, sur près de 20 communes. C'est une autorisation, c'est un type d'autorisation qu'on n'a pas dans les autres énergies renouvelables. Et ensuite, on a, au moment de l'exploitation, la gestion réelle, industrielle d'une usine, ce qu'on n'a pas vraiment dans l'éolien ni dans le solaire. Enfin, le degré de difficulté est bien moindre. La méthanisation, en fait, les projets qui aujourd'hui sont en place et qui sont exploités sont des projets de cogénération. Ce sont des projets de cogénération qui ont été développés et construits au cours des années 2005-2010 dans des contextes extrêmement difficiles. C'est-à-dire que les bureaux d'études ont souvent eu des difficultés à convaincre parce que nous sommes en fait à la frontière de la charnière, je dirais, de 3 mondes. Le monde de l'énergie, le monde du traitement de déchets et le monde agricole, en fait. Et ce sont 3 mondes qui, en fait, ne se connaissent pas du tout, ou très très peu, très mal. Et intégrer ces 3 dimensions, je dirais, c'est complexe. C'est vraiment très complexe. Et on remarque que souvent, les projets de méthanisation, cogénération, ont répondu en fait à des problématiques qui n'étaient pas toujours énergétiques. C'est-à-dire qu'on avait un problème de traitement de déchets, on avait un problème ou un groupe de fermiers qui voulaient valoriser leur matière. Donc les projets ont eu des difficultés à se mettre en place. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on arrive avec une nouvelle génération de projets, puisqu'on a réussi à industrialiser le process de développement, avec ce handicap du fait que l'historique des projets n'est pas extraordinaire. Alors, est-ce que vous partez à l'export? Et si oui, avec laquelle des filières que j'ai citées tout à l'heure? Filière historique, solaire, éolien ou méthanisation? Alors, la question de l'export, je pense qu'une PME comme la nôtre, qui est une petite PME, nous sommes 35 personnes, basées sur Montpellier, Rouen et Rennes. On a un très très long historique dans l'éolien, un historique plus court dans le solaire. On est multifilière. Et on a besoin régulièrement de se remettre en cause, de trouver de nouveaux paris. On a mis l'accent sur la méthanisation et sur l'injection gaz. Et du coup, on ne peut pas, je dirais, c'est difficile de faire tous les paris en même temps. Il faut d'abord sécuriser les paris avant d'en faire d'autres. Donc, on a préféré en fait faire une diversification énergétique et technique en restant sur le marché français plutôt que d'aller à l'export.
Alors on a quand même lancé l'export, on l'a lancé du coup avec des moyens plus restreints, de manière plus mesurée, en faisant un partenariat en Afrique du Sud, uniquement dans le solaire, avec la société Tritech, qui est un installateur suisse, et un industriel local. Donc aujourd'hui, on a la bonne surprise, malheureusement, de lire dans les journaux qu'en Afrique du Sud, à Johannesburg, on a des coupures d'électricité très très récurrentes en fait. Et on s'aperçoit que le modèle, qui est notre modèle ici, c'est-à-dire de développeurs propriétaires exploitants de toutes nos installations, on ne va pas pouvoir le réitérer dans des pays comme l'Afrique, et qu'il faut trouver un nouveau modèle, un modèle dans une économie en fait de pénurie d'énergie. Et c'est pour ça qu'on s'est allié avec des acteurs qui, eux, avaient plutôt savoir-faire installateur. Donc, pour répondre à votre question, l'international, oui, mais de manière mesurée, parce qu'on ne peut pas faire tous les paris en même temps, et en s'alliant pour faire évoluer notre modèle. Alors, on va rester sur la chaleur. Merci Cédric de Saint-Jouan. On va rester sur la chaleur renouvelable avec Michèle Sina, qui est présidente directrice générale de Burgéap. Cette fois-ci, on va parler géothermie. Qu'est-ce qu'il y a dans le projet de loi de transition énergétique pour la croissance verte sur le sujet de la géothermie? Est-ce qu'on en parle de la géothermie? Alors, sur la géothermie, à proprement parler, on n'en parle pas. On parle de la chaleur renouvelable. Il y a un certain nombre de mesures qui poussent les collectivités à faire différents documents dans lesquels il sera obligatoire de mentionner ce qu'il faut en termes de chaleur renouvelable ou de réseau de chaud et de froid. Donc ça devrait bénéficier à la géothermie. De même, il y a également un objectif de chaleur renouvelable dans les bâtiments qui est prévu à 38% et qui devrait bénéficier à la géothermie, comme devraient bénéficier à la géothermie les nouvelles conditions du CIDD. Mais par contre, il y a quelques mesures qui sont défavorables à la géothermie. CIDD pour les interprètes, crédit d'impôt C'est le crédit d'impôt développement durable. Oui. Il y a quelques mesures défavorables, notamment un durcissement des conditions d'assurance pour les travaux de géothermie et une soumission au code minier pour certaines exploitations, ce qui induit des délais d'instruction extrêmement longs. Et puis surtout, il y a des absents. Les absents, le grand absent, c'est le froid renouvelable. Le froid est peut-être produit par la géothermie de manière très efficace et il n'est pas du tout présent dans la loi, ce qui aurait pu aider beaucoup cette filière. On avait suggéré au sein du CER des amendements sur le code minier, notamment pour les installations de géothermie dites basse énergie. Pour l'instant, ils n'ont pas été repris. Peut-être que le Sénat va les regarder avec plus d'intérêt. Mais ce qu'on peut dire globalement, c'est que, à part les mesures sur la chaleur renouvelable, le projet de loi tel qu'il est actuellement ne va pas véritablement favoriser la filière géothermie. Et c'est dommage parce que derrière cette filière, il y a du savoir-faire français dans les différentes sortes de géothermie. Il y a aussi des industriels, notamment pour les pompes à chaleur. Et ces pompes à chaleur ces pompes à chaleur géothermiques, je précise, ont vu leur production divisée par 4 depuis 2008. Donc elles auraient bien besoin qu'on pense à elles régulièrement. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour rebooster cette filière? On voit que sur la géothermie, par exemple au Dogger, dans la région parisienne, cette nappe à 72 degrés qui nous est bien utile. Après 20 ans, 25 ans dans céphalogramme plat, on recommence à faire des forages au Dogger. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre et qu'est-ce qu'il faut faire sur l'ensemble du territoire finalement pour rebooster la filière? Alors, vous avez raison de mentionner cette géothermie au Dogger. C'est ce qu'on appelle la basse énergie. Donc, on va chercher de l'eau à peu près 70 degrés, qui est dans une nappe qui se trouve à 1800 mètres sous nos pieds à peu près, et qui est utilisée en usage direct par l'intermédiaire de réseaux de chaleur. Alors,
on a plus que 25 ans, on a une quarantaine d'années d'expérience sur le Dogger. Et aujourd'hui, on chauffe avec cette énergie environ 500 000 habitants en Île-de-France. Ce qui est déjà pas mal, ce qui fait d'ailleurs de la France le champion d'Europe de ce type d'énergie, à part l'Islande qui a évidemment des conditions géologiques très particulières. Ce qu'il faudrait d'abord, c'est aider à l'exploitation de nouvelles nappes. Alors, il y a d'autres nappes à température élevée en Île-de-France, mais il y a aussi des nappes dans d'autres endroits qui sont favorables. Alors, pour que ça soit favorable, il faut l'existence d'une nappe chaude, mais il faut aussi une certaine densité de population pour que les réseaux de chaleur aient un intérêt. Alors en France, on a deux endroits qui pourraient répondre à ces conditions. C'est le Nord et l'Aquitaine, où on retrouve les agglomérations que je n'ai pas mentionnées, et puis ces nappes chaudes. Donc il faudrait aider à la recherche sur ces nappes, il faudrait aider à l'implantation de doublets géothermiques qui, eux, sont soumis au code minier et là, donc, alléger un petit peu les conditions du code minier, ce qui est d'autant plus justifié que sur une installation de géothermie, les nuisances aux riverains ne sont là que pendant la durée des travaux, c'est-à-dire à peu près 3 mois, contrairement à des mines qui sont exploitées pendant des années. Enfin, cela dit, il faut faire très attention au moment de faire le forage, à ne pas aller contaminer les nappes que l'on traverse, dont certaines peuvent être des nappes d'eau, voire des nappes stratégiques, l'albien, le néocomien, etc. Absolument, il faut faire très attention à cela, mais aujourd'hui, cette technique qui existe donc depuis une quarantaine d'années est bien maîtrisée, et on a des techniques de forage, de cimentation, et de surveillance qui font qu'il n'y a pas eu d'accident de contamination depuis très très longtemps. Et puis c'est des techniques où la France est excellente, donc elles sont porteuses d'export potentiel. Alors ça, c'est pour ce qui est de la géothermie basse énergie, mais il y a aussi la très basse énergie. Alors la très basse énergie, on va chercher de l'eau soit sur des nappes phréatiques, soit par l'intermédiaire de sondes dans le sol. Globalement, on est entre 0 et moins 200 mètres, donc c'est beaucoup plus léger comme travaux que ce qu'il y a pour de la basse énergie. Le code minier vous permet d'aller jusqu'à 200 mètres, là ? Alors, le code minier ne permet pas d'aller jusqu'à 200 mètres, il permet d'aller plutôt jusqu'à 10 mètres, si on le regarde littéralement. Mais il y a un décret qui vient de sortir, qui s'appelle décret pour les gîtes géothermiques de minime importance, qui lui autorise ces 200 mètres, aussi bien sur nappe que sur sonde, pour des installations de moins de 500 kWh. Donc là, on a un décret qui, lui, va beaucoup favoriser et simplifier la situation pour cette très basse énergie. Alors, en échange de cette simplification, il y a une structuration des professions avec la mise en place d'une certification pour les foreurs, justement pour éviter ces fameuses contaminations dont vous parliez, avec une certification qui s'appelle Qualiforage, avec l'intervention dans des zones un peu sensibles sur le plan géologique de bureaux d'études experts. Et en échange de cette amélioration de la qualité de la profession, on va se retrouver avec, dans de grands nombres de cas, un régime d'autorisation, un régime de déclaration, là où il fallait une autorisation. Donc ça, c'est une mesure qui est très favorable et le décret est sorti le 10 janvier. Alors Christian Boissaville, président de l'Association française des professionnels de la géothermie, est dans la salle. Je l'ai croisé tout à l'heure. Il va être très content de tout ce que vous venez de dire. Maintenant, j'ai aussi croisé François Desmarques du BRGM. Parlez-nous un peu des départements d'outre-mer et des grands projets de géothermie qu'on peut faire là-bas. Alors là, c'est encore une troisième sorte de géothermie dont on va parler. C'est ce qu'on appelle la très haute énergie. Alors là, on prend une eau qui est beaucoup plus chaude que ce que j'ai mentionné jusqu'à présent. On est entre 150 et 200 degrés. Et avec cette énergie, on peut faire de l'électricité.
Ce type de conditions se retrouve principalement dans des terrains volcaniques. Et donc, c'est une énergie qui est tout à fait adaptée au DOM. Alors, j'ai entendu tout à l'heure Arnaud Mine qui disait que l'énergie renouvelable n'était pas à la mode dans les DOM. C'est bien dommage parce qu'en plus du soleil, dont on a déjà parlé, ils ont la chance d'avoir cette géothermie très haute énergie qui est disponible et qui serait un très bel atout pour aller vers les îles à énergie positive dont parlait Madame la ministre tout à l'heure. Il y a un grand projet géothermie Caraïbes. Alors, il y a un projet à Bouillante dont le BRGM est porteur et qui, effectivement, mériterait d'être aidé. Donc, Michel Sina, on peut faire de la géothermie absolument partout, qu'elle soit très basse énergie, moyenne énergie, très haute énergie, selon l'endroit où on se trouve et ce que l'on veut faire, et les moyens dont on dispose à cet endroit-là, notamment quand il s'agit de produire de l'électricité, on peut en faire pratiquement partout sur le territoire français. On peut en faire absolument partout. Ce qui me paraît important pour que la géothermie se développe, c'est la prise en compte du froid renouvelable, dont j'ai déjà parlé. Et puis, c'est aussi d'afficher une volonté politique forte. Il y a quelques années, en 2012, on avait dit que l'objectif était de multiplier par 3,5 l'utilisation de la géothermie en France d'ici 2020. Je crois qu'il faut rester sur cette ligne ambitieuse. Et on a toutes les raisons de vouloir y rester, puisqu'il y a des pays pas très lointains, je pense en particulier à la Suède, qui ont fortement développé cette technique. En Suède, il y a 14 fois plus de géothermie qu'il n'y en a en France. Donc, multiplié par 3,5, ça paraît être ambitieux, mais tout à fait atteignable. Merci Michel Sina. On va proposer à François Brottes de réagir tout de suite, parce que comme tous les parlementaires, ils sont très occupés en ce moment. Il paraît qu'on a un gros projet de loi. Alors, réaction François Brottes par rapport à tout ce que vous venez d'entendre. Vous repartez avec l'assurance qu'il y a un réel potentiel industriel, économique, social, en termes d'emploi sur ces sujets énergie renouvelable. Oui, d'abord, je voudrais que ne soit pas mal interprété le fait que je m'en aille avant que la patronne de la CNR ne prenne la parole, parce qu'on va encore dire qu'il y a un souci avec cette belle entreprise et l'hydraulique, ce qui n'est pas du tout le cas, elle le sait parfaitement bien. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Non, vous avez raison, c'est comme ça qu'il faut le dire et c'est comme ça qu'il faut le penser. Non, moi je suis heureux de voir que la famille s'agrandit, qu'elle se professionnalise, que les réflexions dépassent le stade des prototypes largement, qu'on a de la puissance, y compris dans une logique internationale, pour ne pas rester seulement sur notre territoire en matière industrielle. On sait bien que les marchés ne le suffisent pas forcément. Je partage aussi l'idée que sur le plan des modèles économiques, beaucoup de choses sont à construire et que le positionnement des uns et des autres dans la chaîne de la production, du transport et de la gestion de services n'est pas complètement stabilisé. Et c'est un peu normal d'ailleurs, parce que où est-ce que se fait la valeur ajoutée dans ces métiers-là? C'est parfois au début de la chaîne, c'est parfois à la fin. Donc là, on a un sujet qui mérite encore réflexion. On l'a évoqué pour la méthanisation notamment. Je suis très heureux de voir qu'enfin le stockage n'est pas un gros mot, y compris au pays des énergies intermittentes et fatales. Parfois, on peut être les deux d'ailleurs, hein, et que c'est la solution à tous les problèmes, le stockage, vraiment à tous les problèmes. Quand on aura trouvé ça, et ça marche sur le plan technologique, moi j'ai aucun doute là-dessus. C'est le modèle économique qui est encore un peu compliqué à bâtir. Donc là, je suis très fier de voir ça. Pardon, alors le micro n'était pas branché. Jérôme Pécresse a ajouté que l'hydro était un très bon moyen de stocker l'énergie. Je voudrais juste ajouter que le nucléaire s'est développé sur le stockage. Toutes les grandes steppes françaises ont été construites en même temps. Oui, mais ça ne suffit pas. Je veux dire, ça ne suffit pas, mais on n'a pas autant de marge qu'il nous en faudrait pour le stockage. Bien sûr, l'hydro, c'est la solution merveilleuse depuis toujours. Si ça suffisait, on n'aurait pas besoin de chercher autre chose, mais ça ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle il faut aussi, notamment sur l'hydrogène décarboné, continuer à avancer, parce que le power to gas, c'est quand même une très 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 belle solution. Enfin, et ça marche. Je regrette qu'on ne parle pas d'effacement, parce que pour moi c'est aussi de l'énergie renouvelable, mais je ne veux pas ouvrir le débat. L'autoconsommation va devenir aussi un sujet. Et puis, par exemple, vous savez, c'est inépuisable ces sujets. Moi, j'ai travaillé un peu sur la question des ascenseurs.
Les ascenseurs sont potentiellement en autonomie complète lorsqu'ils sont conçus pour être en autonomie complète d'énergie. Et bien voilà une source d'économie par rapport à ce qu'est le réseau d'électricité qu'il faut exploiter. Les ascensoristes ne sont pas encore dans le coup du CER. Peut-être faudra-t-il faire de nouveaux adhérents, je dis ça pour le président. Il y a d'autres idées encore. Merci en tout cas. Merci François Brottes. Elisabeth Ayrault, donc présidente du directoire de la CNR, Compagnie nationale du Rhône. C'est l'ETI qui monte l'ETI mix énergétique à elle seule, multifilière, hydraulique, éolien, photovoltaïque et bientôt hydrolien. Alors pourquoi et comment est-ce que vous investissez dans les énergies renouvelables ? La CNR, elle représente, c'est vrai que c'est difficile de clôturer, mais en même temps, je trouve que la CNR, elle représente beaucoup de ce qui a été dit, en tout cas au cours de cet après-midi. La CNR, elle est née en 1934, hein, et entre 1934 et 1986, elle a construit des barrages sur le Rhône, qui est le fleuve le plus puissant de France, hein, pour arriver aujourd'hui à produire 25% de l'hydroélectricité française. Après 1986, elle aurait pu s'arrêter là et continuer simplement à exploiter ses ouvrages, on va dire simplement, ce qui n'est pas si simple. Puis en fait, elle a décidé il y a une douzaine d'années de diversifier sa production d'énergie renouvelable et elle a commencé à développer son expertise dans l'éolien et le photovoltaïque. Et en 2015, en fin 2014, nous avons 15% de notre puissance installée sur le Rhône qui est dans l'énergie du soleil et du vent. Alors ça, c'est déjà le premier point qui caractérise la CNR, c'est qu'elle est multi-énergie renouvelable. Et effectivement, demain, si nous arrivons à développer le projet hydrolien dont a parlé Bruno Bensasson tout à l'heure, puisque nous accompagnons GDF Suez sur l'appel à manifestation d'intérêt en hydrolien sur le Raz Blanchard, on peut dire que la CNR va encore étendre sa compétence au vent-soleil. Alors pourquoi a-t-elle fait ça il y a une dizaine d'années ? Parce que, comme vous le disiez, même si le fil de l'eau n'est pas une énergie, n'est pas un moyen de stockage, puisque le Rhône c'est au fil de l'eau, on ne peut pas l'arrêter, hein. Néanmoins, le Rhône est aussi une façon de gérer les énergies variables intermittentes renouvelables, autres énergies, puisque nous pouvons piloter le Rhône et piloter nos ouvrages de façon à pouvoir, par moment, fournir l'énergie qui pourrait manquer sur nos installations éoliennes et solaires. Le deuxième point, parce qu'on parle d'énergie renouvelable, je voudrais dire que c'est vrai que la CNR, on en parle assez souvent, mais la CNR, on en parle souvent parce qu'elle a un modèle un peu particulier qui, au-delà du fait qu'elle est une entreprise 100% énergie renouvelable, c'est aussi une entreprise qui a abordé il y a très longtemps le deuxième volet de la loi sur la transition énergétique, qui est le volet des territoires. Le volet des territoires à deux niveaux. Bon, d'une part, la CNR a une structure capitalistique assez particulière, puisqu'elle a à la fois un industriel pour un tout petit peu moins de 50% au capital, le dit industriel étant GDF Suez. Ensuite, elle a la Caisse des dépôts à son capital, et puis elle a 183 collectivités, chambres consulaires, Grand Port de Marseille, etc., qui constituent en fait, c'est un peu plus de 50% public, et donc les territoires sont très présents dans la vie de la CNR. Et les territoires sont très présents dans la vie de la CNR parce que le fait qu'ils soient présents a amené la CNR à travailler avec les territoires et à procurer aux territoires ce qu'on appelle des missions d'intérêt général, c'est-à-dire que non seulement nous exploitons le Rhône qui traverse les territoires, mais en plus nous redistribuons une petite partie de la richesse que nous dégageons du Rhône aux territoires traversés. Ça, c'est le deuxième point qui pourrait nous faire dire que la CNR est un petit modèle de la transition énergétique dans son domaine. Puis le troisième point, c'est que la CNR, depuis quelque temps, a souhaité qu'on puisse être considéré comme un laboratoire des énergies du futur, parce que nous avons la conviction que les énergies matures d'aujourd'hui, que nous exploitons, hein, l'éolien onshore et le solaire commencent à être des énergies matures, mais nous avons la conviction que c'est aujourd'hui qu'il faut préparer demain. Et donc la CNR étant particulière, nous avons souhaité que la CNR soit un laboratoire des énergies du futur. Donc nous aussi, par exemple, nous travaillons sur l'hydrogène, et je ne partage pas tout à fait votre avis. Oui, il faut que beaucoup de gens travaillent sur l'hydrogène. Je pense qu'en travaillant tous ensemble, on arrivera à trouver la meilleure solution. À notre échelle, nous travaillons sur l'hydrogène pour une raison particulière, c'est que nous n'avons pas, le Rhône n'est pas en obligation d'achat.
Donc lorsque nous produisons de l'électricité, il faut que le marché soit en demande, parce que sinon nous fabriquons une électricité qui ne sert à rien, et dans ces cas-là, on ne fabrique quand même pas une électricité pour avoir des prix négatifs. Donc à ce moment-là, nous déversons de l'eau sans la turbiner. Et donc ce qui nous est venu à l'esprit, c'est qu'au lieu de déverser cette eau et de la perdre, nous pourrions la valoriser en produisant nous aussi de l'hydrogène par électrolyse au moment où la demande d'énergie est faible. Cet hydrogène fabriqué nous permettrait effectivement, je partage le sentiment du président Brottes, qui est de dire que le stockage est un des éléments les plus importants de toutes ces énergies dites intermittentes ou, je ne sais plus d'ailleurs même comment on les appelle, puisque ça change, variable, voilà. Et donc l'objectif de la CNR, c'est en travaillant sur ce projet, c'est de pouvoir en fait en faire, je dirais, une filière de stockage de masse. Et nous travaillons sur cette filière avec des partenaires. Nous travaillons avec McPhy, nous travaillons avec Symbio Fuel Cell, nous travaillons aussi avec GNVR, puisqu'en fait c'est le Power to Gas que nous expérimentons nous aussi. Et donc voilà, la CNR veut travailler sur ces évolutions nécessaires au développement des énergies renouvelables dont elle a fait son cœur de métier et sur lequel elle veut continuer à se positionner dans les années futures. Sur l'hydrogène, je veux aussi dire qu'il y a l'hydrogène de stockage sur lequel nous travaillons pour régler ces sujets de variabilité du Rhône. Et puis, on peut aller plus loin puisque la CNR a décidé de travailler dans ce qu'on appelle la mobilité durable, l'hydrogène étant un des vecteurs de la mobilité durable. Nous voulons aussi pouvoir fournir de l'énergie verte aux véhicules électriques, dont a parlé Madame la Ministre tout à l'heure. Et en matière d'hydrogène, je pense que le vrai sujet de déclenchement, je dirais, des véhicules électriques, c'est quand même d'avoir une autonomie plus importante que celle que nous avons aujourd'hui. Et par exemple, il y a un chiffre, c'est 5 kg d'hydrogène qui rentre dans un petit réservoir, c'est pas grand-chose. 5 kg d'hydrogène, c'est 500 km d'autonomie pour un véhicule électrique. Donc la CNR travaille aussi là-dessus. Puis accessoirement, elle travaille sur le déploiement de bornes électriques le long du Rhône. Pourquoi ? Non pas parce qu'elle est fabricante de bornes électriques, c'est pas du tout son métier, mais parce qu'en fait, si on veut fournir de l'énergie verte, il faut qu'on puisse assurer à ceux qui veulent de l'énergie verte qu'on est capable de fournir la bonne énergie au bon moment, au moment où ils le demandent. Donc c'est la raison pour laquelle nous développons aussi ce couloir électrique le long du Rhône. Merci pour cette précision concernant l'hydrogène. Il faut, vous aussi, que vous soyez interviewé par Étienne Becker du Commissariat général à la stratégie et à la prospective, l'ancien commissariat au plan. Je pense que vous avez plein de choses à échanger, notamment tout ce que vous venez de nous dire pour pallier l'intermittence des énergies renouvelables grâce à de la production d'hydrogène par électrolyse avec des gros hydrolyseurs industriels. Les petits réservoirs de 5 litres ou kilos, là, 5 kilos dont vous parliez tout à l'heure, ces petits réservoirs à 700 bars de pression, c'est ça qu'il va y avoir dans les véhicules ? Oui, oula, il faut faire attention. Dernier point, dernière question, qu'est-ce qui coince ? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire là ? Quelle barrière il faut lever pour qu'on puisse avancer ? On va redonner la parole tout de suite après là, à Laurent Michel. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'administration, etc. Vous êtes en passe de devenir un acteur 100% énergie renouvelable, qui travaille en plus sur le stockage. Qu'est-ce qui pourrait vous faciliter la vie ? Je ne sais pas si on peut dire que quelque chose coince. Moi, personnellement, je considère que cette loi qui, je l'espère, va être votée rapidement sur la transition énergétique, on peut être très français et voir tout ce qui ne va pas, et puis on peut aussi être très français et considérer qu'il y a beaucoup de choses positives. Moi, je considère que le simple fait qu'on veuille aller de l'avant et évoluer est une chose positive. Donc, moi, je pense que, en fait, pour moi, la vraie question, c'est d'abord, on a peur du changement, on est relativement binaire. La CNR, par exemple, n'est pas binaire dans son métier. Elle n'a pas une seule énergie. Elle est capable de faire cohabiter plusieurs énergies. Et je pense qu'il faut qu'en France, on accepte de faire cohabiter plusieurs énergies, qu'on ait un vrai mix énergétique. Toutes les énergies sont indispensables les unes aux autres. Je pensais à la géothermie, à ce que vous disiez tout à l'heure. La géothermie a aussi besoin d'électricité au départ pour démarrer. Donc il faut se dire que finalement, il faut qu'on arrête de siloter, de raisonner silo par silo, géothermie, hydroélectricité, nucléaire, etc., puis qu'on accepte de regarder le système dans sa globalité et dans sa complémentarité. Ça, c'est ma première réflexion. Ma deuxième réflexion, et c'est une fois de plus pas un blocage, je pense qu'il faut que nous apprenions aussi, une fois que nous avons expérimenté et trouvé des développements possibles, il faut qu'on apprenne à en faire des vraies filières industrielles. Il ne sert à rien de dire qu'on va créer des emplois si en même temps on démontre qu'on en enlève dans d'autres énergies. Donc il faut assurer cette transition, il faut équilibrer cette évolution d'emploi
dans une énergie vers d'autres emplois. Et puis, il faut en faire une filière industrielle qui permette d'exporter et de conserver les emplois en France. Il faut que nous fassions attention à ne pas reproduire l'erreur que nous avons faite sur l'éolien. On parle beaucoup d'éolien, mais nous ne sommes pas des champions, je dirais, de fabrication de matériel en France. Donc, il faut, voilà, moi je pense qu'il faut qu'on ne dise pas qu'il y a des blocages. Je pense qu'il faut qu'on continue à réfléchir, qu'on continue à réfléchir globalement et qu'on accepte l'idée que hier c'était hier, demain c'est demain, et finalement aujourd'hui on a la chance de pouvoir bâtir demain. Vous avez parlé tout à l'heure des jeunes. Moi je voudrais aussi dire que tous ceux qui sont là travaillent pour les gens qui sont en train de naître. Donc effectivement c'est une évolution qui est lente, qui peut faire peur aux gens qui sont installés, plein de certitudes. Alors que la vérité, c'est qu'il y a 50 ans, on ne pensait pas qu'on raconterait ça aujourd'hui. Et dans 50 ans, qu'est-ce que nous raconterons? Je ne sais pas dans quoi la CNR travaillera dans 50 ans, mais je suis persuadée que je suis incapable de le dire aujourd'hui. Il faut accepter que la technologie évolue, il faut accepter qu'on trouve de nouvelles sources d'énergie. Et donc, il faut accompagner ce mouvement. Donc moi, je ne suis pas en blocage, je suis en formidable espoir. Merci Elisabeth Ayrault, merci en tout cas. Merci en tout cas de nous avoir permis de parler hydroélectricité au cours de cette journée. Anne Pelabal, France Hydroélectricité, était là tout à l'heure. Je sais, ce n'est pas la petite hydroélectricité, mais je pense qu'elle aura apprécié. Vous parliez des jeunes à l'instant. Il y a une délégation dans la salle de 12 jeunes qui sont du Master Économie et Développement durable de l'énergie et de l'environnement, qui est la formation. Un jour, il y a eu dans cette salle Mathieu Van Asbroek, qui est aujourd'hui votre responsable éolien. Il était étudiant il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai dit tout à l'heure que je gardais le meilleur pour la fin, c'était bien entendu sans compter le nerf de la guerre. Emmanuel Julien est président directoire de Cergy, la Société d'économie mixte des énergies renouvelables, la petite holding rurale comme on l'appelle. Alors, on a vu tout à l'heure avec la BEI ce qui se passait pour les gros projets, là au-dessus de 100 millions d'euros. Il nous a expliqué qu'il y avait aussi les banques de réseau. Pour autant, vu de Cergy, est-ce qu'il y a des difficultés à financer les projets énergies renouvelables ? Alors, je vais peut-être surprendre, mais la réponse est non. Aujourd'hui, on n'a pas de difficulté à financer nos projets, que ce soit de l'éolien ou du photovoltaïque, comme on a pu en financer l'an dernier, ou de l'éolien, comme on prévoit d'en financer cette année. Donc les partenaires financiers nous suivent. Alors certes, on a droit, comme tous, aux audits, aux vérifications de leur part, aux due diligence. Mais le financement, on y accède aujourd'hui, donc on peut réaliser nos projets. Est-ce que c'est plus facile parce que vous êtes une société d'économie mixte avec tous les élus derrière et le contrôle de la compta, etc. Alors c'est vrai que le fait d'être société d'économie mixte, c'est-à-dire d'avoir un capital social majoritairement détenu par les élus, et en l'occurrence pour ce qui nous concerne, ce sont les élus de notre syndicat d'énergie, le syndicat d'électrification de la Vienne à Poitiers. Ça donne une relative signature puisque nos partenaires privés qui représentent 15% du capital, c'est aussi la Caisse des dépôts, le Crédit Agricole et la Société Générale. Donc il est certain qu'une signature comme celle-ci accède et permet d'accéder certainement plus facilement aux sources de financement et peut-être à des conditions aussi peut-être un petit peu plus avantageuses. Alors je vous appelle régulièrement la multidépartementale avec de gros guillemets et je ne résiste pas à la tentation de vous présenter la diapo qui montre un peu l'organisation, on pourrait presque dire, de votre groupe, enfin, de la SEM Énergie Vienne qui va au-delà des frontières du département de la Vienne. Donc sous vos commentaires, on va passer tout de suite à la deuxième diapo. Ça se construit au fur et à mesure. Voilà. Voilà, en fait, la première étape de la diapositive, c'est ce qui a existé à la création de Cergy en 2001, quand les élus ont souhaité se doter d'un outil pour développer la production d'électricité d'origine renouvelable sur leur département. On a 265 communes qui adhèrent, donc 265 communes actionnaires de Cergy, et donc certains élus sont dans la gouvernance de l'entreprise. Et donc on était loin d'imaginer, en créant Cergy en 2001, que 13-14 ans après, on est à avoir affaire à une holding en quelque sorte, avec des projets en photovoltaïque, en éolien, biogaz et méthanisation, et puis la participation dans d'autres SEM d'énergie pour accompagner la démultiplication de la création de valeur sur les territoires en impliquant les élus et principalement, donc, il y a Vendée Énergie en Vendée, Soleil dans la Loire, NRCL c'est l'Indre-et-Loire, CIPE-NR c'est la SEM qui a été créée par le syndicat d'électricité de la région parisienne. Donc voilà, une
une véritable volonté de créer des structures SEM en dehors du territoire pour répondre aux attentes de syndicats d'énergie dans bien souvent des cas, ou des collectivités intercommunales, comme par exemple à Issoudun, puisqu'on est actionnaire de la CEM d'Issoudun également, dont on a accompagné la création en 2010. Alors ça va susciter peut-être, ça va faire naître des idées dans la salle. Hein. Il faut qu'ils viennent venir vous voir, il faut qu'ils vous proposent des projets solides. Certaines filières peut-être, on regarde sur quoi vous partez. Ah non, on est déjà sur le financement participatif. Alors on y va tout de suite. Financement participatif, qu'est-ce que ça change? Financement local, citoyen, en quoi ça booste les projets? Alors financement participatif, tout de suite on se dit oh là là, comment on va faire pour gérer une centaine de citoyens, comment on va faire pour obtenir financement bancaire avec du financement citoyen, comment on va faire pour gérer tout ça. Bon, c'est tout de suite très, très compliqué. Donc on a souhaité à Cergy en 2014 décliner et expérimenter du financement citoyen, du financement participatif sur différents types de projets. Et donc on a trois réalisations aujourd'hui sur le financement citoyen de nos projets énergie renouvelable. Donc tout d'abord par exemple un parc éolien qui a été réalisé en 2014 pour lequel on a conclu un partenariat avec le Crédit Agricole qui a lancé un dépôt à terme, un compte à terme rémunéré, garanti par le Crédit Agricole. Et la souscription a été lancée l'été dernier. En 15 jours, on a collecté, à notre grande surprise, 1 million d'euros auprès de 200 sociétaires. Il y a une vraie capacité de financement et de mobilisation de l'épargne sur le territoire. Ça fait 5 000 euros en moyenne par sociétaire. Donc première surprise, ça a vraiment marché et ça a permis d'aborder le financement de ce parc éolien sur la partie endettement. Ça s'adresse un peu aux notables là, hein, tout de même. Le montant, là, le ticket d'entrée, c'est 5 000 euros ou c'est parce qu'ils ont voulu mettre 5 000 euros? Non, il n'y avait pas de montant. C'est le montant moyen qui a été constaté et il n'y avait pas de limite. Et en fait, ça s'est adressé aux habitants du département de la Vienne, qui est un département rural, et c'est bien la démonstration qu'il y a une véritable capacité d'épargne dès lors que les habitants ont confiance, que les citoyens ont confiance et ont envie de participer à un projet qu'ils ont vu se monter, qu'ils ont vu se construire à côté de chez eux et que beaucoup sont venus voir de leurs propres yeux et donc ont souhaité participer dans ce projet. La deuxième expérience qu'on a réalisée, elle est en cours en ce moment, c'est le financement citoyen de 2 toits photovoltaïques, là aussi sur la partie endettement, où on a conclu un partenariat avec Lumo, qui est une plateforme de crowdfunding sur Internet, où des obligations donc, sont ouvertes et sont proposées aux citoyens. Les souscriptions sont en cours encore, d'ailleurs, si vous voulez y souscrire, vous avez le site Internet, c'est ouvert jusqu'à dimanche. Et donc, le but, c'est de financer 2 toits photovoltaïques avec du financement citoyen direct sur la partie dette et qui seront rémunérés aux conditions de l'endettement qu'on a souscrit auprès du Crédit Coopératif, qui a vraiment joué le jeu et qui a souhaité accompagner cette expérimentation de financement citoyen. Donc là, deux toits qui sont partis. On a déjà aujourd'hui plusieurs centaines de citoyens qui ont souscrit. Et puis le troisième financement citoyen qu'on fait, on n'est plus sur de la dette, on est vraiment sur des fonds propres, c'est l'acquisition d'un parc éolien qu'on est en train de réaliser sur le département de la Vienne, et on le fait en partenariat avec Énergie Partagée, un fonds d'investissement citoyen, où on va acheter à 80% Cergy ce parc éolien et à 20% le fonds d'investissement citoyen, donc en étant tous les deux au capital social. Et donc, vous voyez, 3 expérimentations, ça marche, on y arrive, et on n'a eu qu'un seul interlocuteur à chaque fois, le Crédit Agricole, l'UMO qui fait un seul relais, Énergie Partagée, ça fait un. On arrive à gérer ça très facilement dans le projet, et on n'a vraiment pas de difficulté. Donc vraiment, pour nous, financement participatif, c'est possible, on peut y aller. Pas d'exemple biogaz ? Alors biogaz, non, parce qu'on n'en a pas en cours de réalisation en ce moment. On en a, comme vous le disiez tout à l'heure, en cours d'études. C'est long, ça met du temps, mais je suis convaincu que le financement participatif qu'on pourra proposer sera aussi une des clés d'acceptation et d'acceptabilité de ces projets. Parce qu'on se rend compte, vous ne l'avez pas dit, mais on se rend compte quand même qu'on commence à avoir de l'opposition aussi sur les projets de méthanisation. Et peut-être que de mettre en place du financement citoyen sur ces projets, ça peut aussi susciter l'adhésion, l'accompagnement, et en tout cas permettre aux citoyens de vraiment s'impliquer dans la transition énergétique avec nous. Vous sortez du département, vous partez jusqu'en Vendée, jusqu'en Poitou. Est-ce que vous envisagez l'international ?
Alors là, international, c'est juridiquement impossible. On est société d'économie mixte, donc détenue par du capital public. On n'a pas de limite géographique, même si nos investissements sont réalisés quand même principalement sur les collectivités locales qui nous ont créé, nos actionnaires. Mais par contre, on ne peut pas sortir de la métropole. Un dernier mot, le projet de loi de transition énergétique, on a beaucoup ergoté sur le mot qu'il fallait mettre. Le porteur de projet énergie renouvelable devra systématiquement proposer l'investissement, puis c'est devenu pourra, enfin je crois que c'est devenu c'est toujours pourra aujourd'hui. Alors c'est pourra finalement le mot. C'est pourra, le texte qui est... Et alors voilà, comment ils réagissent, ils sont prêts à pouvoir proposer? Ils sont d'accord? Qui ça? Les développeurs de projets énergie renouvelable, ils sont d'accord sur cette formulation de la loi? Écoutez, nous en tout cas, on l'est. Je ne suis pas convaincu que tous les développeurs soient prêts à accepter ça parce que, comme je le disais tout à l'heure, le financement citoyen, ça donne l'impression d'être quelque chose de compliqué, de difficile à gérer. Et donc là aussi, il faut que le chemin puisse se faire. Je trouve que c'est déjà une très bonne étape qu'il y ait dans le projet de loi l'incitation à cette démarche, l'incitation au financement citoyen. Et puis après, il faut que ça puisse se mettre en place au fur et à mesure sur les différents projets des territoires. Merci Emmanuel Julien. Laurent Michel, réaction à tout ce que vous venez d'entendre. Est-ce que tout ça vous semble en ordre de marche? Est-ce que tout ça vous semble très prometteur? Et est-ce que finalement l'administration va juste avoir à faciliter la tâche à tous ces industriels et ces développeurs? Là, je suis coincé. Je pensais que vous alliez me dire qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui ne va pas. Donc, je vais céder à la tentation de dire que tout ça est en ordre de marche et qu'on n'a qu'à accompagner. Plus sérieusement, je crois qu'on peut retirer plusieurs idées ou impressions, et plus que des impressions, des certitudes. Bon, c'est qu'on voit d'abord l'intérêt et le fait que les acteurs sont prêts à avoir déjà des visions. Madame Ayrault, par exemple, l'a dit, mais qu'on sorte des silos et qu'on développe les réflexions systémiques et technologiques qui essayent de connecter, de réfléchir plus large que, alors au fait, est-ce qu'on va faire 32,4% de nucléaire en 2100 ou c'est pas ça la question. La question, c'est on doit avoir une économie décarbonée, on a un objectif climatique de l'Europe, donc de la France et qu'on espère du monde, et ça veut dire consommer moins, parce qu'on sait que c'est pas possible en consommant autant d'énergie d'être moins carboné. Ça veut dire consommer moins, donc être plus efficace, et ça veut dire avoir une production d'énergie décarbonée. Ça veut dire qu'entre autres, en France, on sort de notre débat usuel de l'électricité en disant « elle l'est, pourquoi faudrait-il en changer ?» La question n'est pas ça. La question, c'est notre mix énergétique, il est largement carboné dans des processus de production, et parfois on ne peut pas faire autrement, ou il faut inventer autre chose, dans les chauffages ou la climatisation parfois, et évidemment dans les transports. Et c'est là que les idées, je ne sais pas à quel point elles sont matures technologiquement encore ou économiquement, mais par exemple le power to gas qui permettrait ensuite d'avoir du gaz qu'on peut utiliser pour chauffage, pour carburant, ou le biogaz véhicule, là ça nous donne des idées. Alors évidemment, quand on parle de quelques stations à hydrogène ou quelques postes qui injectent, quelques méthaniseurs qui injectent du biogaz dans des camions, c'est pas encore beaucoup. Mais c'est quand même le fait que ça soit maintenant reconnu comme des pistes, c'est important, qu'on raisonne en dehors des silos. Après, on a aussi notre économie, elle doit être décarbonée, elle doit être forte, donc c'est aussi, je crois, les uns et les autres l'ont évoqué. Il y a une question, au-delà de dire on va faire des cadres juridiques plus ou moins stables, plus ou moins simples et qui donnent des caps, il en faut, mais il faut que ça marche, et il y a beaucoup de complexités et qui sont à la fois toutes les mêmes et différentes. Ce n'est pas forcément les mêmes acteurs qui vont aller se positionner sur l'éolien offshore, on voit, ou l'hydrolien, que ceux qui vont aller sur la méthanisation. Il y a des questions de taille, il y a des questions aussi de technologie, et d'ailleurs on voit les acteurs sortent. Je pense qu'il y avait quand même assez longtemps que les énergéticiens n'étaient pas allés chercher autant de gens s'occupant de la mer. Certes, on passait des câbles sous la mer, ce n'était pas nouveau, mais je ne suis pas sûr que chez Alstom, Areva ou Siemens, avant l'éolien offshore, on s'intéressait beaucoup aux bateaux. Et là, on est obligé d'aller chercher ces technologies. Donc, il faut que nos filières industrielles marchent. Il y a
actions à la fois des pouvoirs publics, le ministère de l'économie et le nôtre, et aussi des filières. Enfin, ça fait plusieurs années que le CER pousse Windustrie pour l'éolien. On a vu dans les exemples des uns et des autres le travail avec les PME. La question aussi du lien finalement entre les fabricants, les exploitants et les porteurs de projets. Ça a été bien illustré au niveau de la méthanisation, qui a en plus la joie de se mettre à un croisement non seulement de plusieurs mondes. C'est l'actionnaire quelque part, parfois agriculteur ou PME agroalimentaire, les contraintes des déchets et puis l'exploitation énergétique. Donc il faut qu'on réussisse ça aussi au plan de la mise en œuvre. Et ce n'est pas qu'une question de baisser les coûts, oui, c'est aussi pour ça, mais c'est aussi pour la valeur ajoutée et qu'on pérennise dans la durée. Parce que si au bout du quatrième parc éolien ou du 1000e méthaniseur, on a des mauvaises surprises, ben on sera bien embêté pour pouvoir continuer. Je crois que on l'avait vécu sur les filières. Il faut aussi, entre autres, qu'au niveau du cadre d'accompagnement financier ou législatif, on donne la lisibilité. Il faut éviter les stop and go et les échecs. C'est pour ça on a besoin de tout connecter, de la sûreté jusqu'à la finance, en passant par l'acceptabilité locale. Donc je ne dirais pas que tout est en ordre de marche, mais on avance. Je crois que aussi pour finir, un souhait potentiel, c'est qu'on continue dans tout ça à développer les concertations à la fois pour construire et le retour d'expérience. Parce qu'il y a aussi pas mal de politiques, on peut le regretter, dire avant, ailleurs, ils ont démarré plus tôt, mais la méthanisation, j'ai les chiffres, l'ADEME 2008 ou 2009, c'était moins de 10 projets qu'on aidait. Aujourd'hui, on est à 100, et c'est à la fois pas beaucoup, on sait qu'il y a quand même déjà quelques difficultés qu'on peut voir. Donc, concerter sur ce que l'on va faire, mais aussi le retour d'expérience le plus régulier possible entre tous les acteurs, acheteurs, producteurs, administrations, parties prenantes. Par exemple, on a lancé une concertation sur un nouvel appel d'offres, et je dis nouvelle en plus, il y a longtemps qu'on n'a pas fait, c'est moins qu'on puisse dire, sur la petite hydroélectricité. Il faut évidemment tout de suite être en concertation avec le monde de l'eau, dont les associations, mais pas seulement, parce que ça ne sert à rien dans notre petit monde des amis de l'hydroélectricité de le concevoir, cet appel d'offres, si on ne parle pas à d'autres acteurs, que d'ailleurs les acteurs de l'hydroélectricité connaissent, mais, et pratiquent, mais si on lance quelque chose de nouveau, il faut... Donc je crois que c'est aussi un des éléments, c'est continuer à amplifier les concertations sectorielles et transverses. La loi au niveau national, mais aussi au niveau local, avec encore le boostage des plans climat, air, énergie territoriaux, par exemple, devront être faits par toutes les intercommunalités, le prévoit. Diverses initiatives sont en cours. La PPE, entre autres, sera évidemment, avec la première réunion de lancement le 9 mars, un grand moment où on va essayer de marier tout ça. Mais il y a les comités de filière, il y a le programme d'investissement d'avenir sur l'innovation. On associe aussi un certain nombre d'acteurs. Donc, tout n'est pas en ordre de marche, mais on a des briques, on a des volontés, on a évidemment des difficultés, il ne faut pas se les cacher. On peut être raisonnablement optimiste. Et on est là pour ça, sinon on ne serait pas là. Merci Laurent Michel pour cet optimisme raisonnablement optimiste. Merci mesdames, merci messieurs d'avoir participé à cette table ronde.